Eh bien, bienvenue à vous. Vous allez découvrir cette merveilleuse aventure. Alors, évidemment, comme je suis une grande bavarde et passionnée, ce que je pourrais déjà vous partager, c'est est-ce que vous avez déjà rêvé de partir à l'aventure sur les routes du monde, guidé par une simple question? C'est un peu ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est assez passionnant. C'est ce que vous allez découvrir, en tout cas pour ceux qui participent à cette première visio. Peut-être que ça ne vous empêche pas de les suivre sur les réseaux, mais néanmoins, c'est assez étonnant. Vous allez voir ce qu'ils ont fait, armés de leur vélo, de leur curiosité, d'avoir parcouru autant de kilomètres pour découvrir d'autres tailleurs de pierre et d'autres artisans méconnus ou connus qui façonnent la pierre avec passion. Voilà, c'est ce soir ce que nous vous invitons à partager et à retrouver en détail et en live dans leur périple. Pour les dernières arrivées, je vous invite à compléter les 2 sondages en cours. Pour rappel, le premier, c'est est-ce votre première visio La Route de la Pierre? Et la deuxième, derrière votre écran, vous êtes seul, 2 ou en équipe. Maintenant qu'il est 20h11 sur mon écran, je laisse la parole à Lou et Oriane. On se retrouve tout à l'heure, donc, en deuxième session de soirée pour la partie questions-réponses. Bonjour à tous. Alors, Bonsoir. bonsoir. Est-ce que vous nous entendez tous? C'est bon? Super. C'est bon? Ouais. Parce que, donc, comme vous le savez, comme vous le savez dans notre annonce, on a, là, on est encore en Ouzbékistan, à Riva, qui se trouve frontière du Turkménistan. Donc, ça fait 5 mois qu'on est sur les routes et c'est pour cela qu'on voulait un petit peu vous parler des premiers retours d'expédition, à savoir que c'est la partie 2, donc c'est la deuxième fois qu'on part avec le projet de la route de la pierre. Et on va aujourd'hui, ce soir, pendant 1 heure, vous présenter ce que nous avons vu et un peu compris de la taille de pierre en Géorgie et en Ouzbékistan. Donc, c'est d'abord toi qui vas se présenter, Aurélien. Hein? Ah oui. Donc, comme on a vu avec le sondage de Claire, vous êtes plusieurs à jamais avoir participé à une conférence ou visioconférence de la route de la pierre. Donc, on va repartir de quelques bases rapides. Donc, tout d'abord, on va se présenter. Moi, je m'appelle Oriane Pieragnolo, je suis tailleuse de pierre depuis bientôt 10 ans. Et avec Louis, ça fait 7 ans qu'on travaille sur le projet de la route de la pierre. Donc, à la base, moi, j'ai fait un peu d'études d'architecture et puis après, je suis directement tombée dans la poussière et je ne suis pas vraiment ressortie. Voilà. Et moi, c'est Louis. Ça fait une dizaine d'années que je suis tailleur de pierre. Avant la route de la pierre, j'ai travaillé pas mal en France et à l'étranger aussi. Je pense que le métier, c'est aussi une belle excuse pour aller se promener. Et le métier, ça tombe bien, vu le projet qu'on est en train de faire. Et donc, bon, on a vu dans les sondages que certains ne connaissaient pas la route de la pierre, ou c'était la première fois en tout cas qu'ils faisaient une présentation du projet. On va quand même faire un petit topo de l'historique du projet pour que c'est la première fois qu'ils participent. En bref, qu'est-ce que c'est la route de la pierre? C'est une étude sur le métier de tailleur de pierre en Eurasie, donc avec pour inspiration les routes de la soie. Ça a été créé il y a 7 ans. L'idée, c'est qu'on rejoigne l'Europe et l'Asie sur des routes qui sont anciennes, mais qui sont aussi encore actives. Et ça, on va vous le montrer parce que justement ce soir, on a encore plus d'exemples pour montrer que c'est des routes qui sont encore bien actives. Et donc voilà, il y a 7 ans, on a commencé à penser à ce projet, à cet itinéraire. Et de juillet 2022 à juillet 2023, on a commencé l'étape 1, donc de la France jusqu'au bord de la mer Noire. Et après 9 mois de retour en France, justement, le 19 mai dernier, on a attaqué
notre deuxième étape d'expédition, donc en Géorgie et en pardon et en Géorgie et en Ouzbékistan. Désolé le rêve. Ici on a 4 heures de plus de décalage horaire, donc j'ai tourné un peu. Donc la première année, on a longé le Danube, c'était environ 8 pays, mais je pense que c'était un peu trop. Donc 8 pays de la France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Serbie et Bulgarie. Il est possible d'ailleurs de voir une présentation de la première étape qu'on a fait l'année dernière, autant pour moi. Mais donc là, mais le sujet de ce soir, c'est bien la deuxième étape. En quelque chiffres. Donc, la première année, on avait visité une centaine. Donc, il faut savoir qu'on est parti 1 an la première année. Et là, on ne part que 5 mois. Donc, on a déjà fait 100 entreprises, 7 embauches, 30 interviews de tailleurs de pierre. On a récolté 200 archives et fait 4100 km dans 6 pays, on va dire, où on a travaillé. Donc, ça, c'était le Danube. Et donc, cette année, on est parti en mai et on revient dans même pas une semaine, le 4 novembre. Les objectifs du projet. Donc, en fait, la route de la pierre, à la base, donc c'est une étude afin de comprendre qu'est-ce que la taille de pierre aujourd'hui en Eurasie. Quel est l'état de notre métier? Comment se comporte-t-il? Existe-t-il toujours dans certains pays? Où a-t-il disparu? Bâtit-on encore en taille de pierre aujourd'hui? C'est autour de beaucoup de questions de métier qu'on travaille, qu'on voyage et qu'on récolte des données. Mais aussi, vu que c'est un voyage et que ça peut aussi donner envie et à faire rêver, c'est une très bonne excuse pour faire découvrir le métier de tailleur de pierre au grand public ainsi qu'aux jeunes. Donc, l'émission principale du projet, à la fin, donc c'est 34 000 km et 36 pays qu'on aimerait visiter et dans lesquels on essaie de travailler à chaque fois. C'est 50 terrains et 5 étapes différentes. Une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on est aussi accompagné avec des gens qui nous entourent et qui permettent de compléter avec leur connaissance tout ce qu'on n'a pas. Donc, ce soir, vous avez vu Claire, mais on est une dizaine autour de ce projet à se réunir et à essayer de travailler ensemble. Et donc, on a plusieurs missions. Donc, comme on vous disait, faire découvrir le métier de tailleur de pierre, faire une étude qui est plus destinée aux professionnels et comprendre le métier un petit peu plus en détail. Et on vous présentera un petit peu les autres projets. Voilà. Donc, il y a quelques surprises. L'itinéraire qu'on avait prévu à l'origine cette année, donc c'était de passer en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan et au Kazakhstan. On avait estimé à peu près 2 mois par pays, donc c'était une session de 7-8 mois. Là, on a finalement réorienté notre itinéraire. Simplement pourquoi? Parce que déjà en Azerbaïdjan, les frontières apparemment elles vont rouvrir, les frontières terrestres vont rouvrir là prochainement. Ça fait presque 2 ans enfin plus que ça. Parce que depuis le Covid, les frontières terrestres étaient fermées, donc, et ils savaient pas encore quand est-ce que ça allait rouvrir. Donc nous, au moment où on s'apprêtait à passer en Azerbaïdjan, finalement on a fait le choix de se rendre en Ouzbékistan directement en avion. Et on reviendra sûrement en Azerbaïdjan ou en Arménie en autre moment. Et puis, on a décidé aussi de réduire le parcours, notamment. Bon, on savait qu'il allait faire froid, mais on a décidé de libérer de ce temps-là, parce que le Kazakhstan, actuellement, il commence à faire quoi? C'est pas forcément 2-3 degrés. Puis il n'y a pas que ça. Il faut savoir que on a fait 1 an de terrain. Et physiquement, humainement, c'est quand même très dur. Et là, les 5 mois sont bien. Et donc, pour la pertinence du projet, puis nous ménager un petit peu. Et que ça fait 10 ans qu'on voyage, voilà, on s'est dit, c'est peut-être le moment de raccourcir les périodes de terrain. Et puis, on a pas mal de choses qui vont arriver par la suite. Voilà.
Claire a oublié le sondage, mais ça aurait été intéressant de le faire. Est-ce que tout le monde, on le fait toujours avant de commencer une présentation, tout le monde a la notion de taille de pierre et de sculpture, la différence. Bon, si quelqu'un veut prendre la parole, c'est Claire qui peut donner, mais on va vous le faire en 2 secondes. Je vais le refaire. Enfin, je vous laisse faire quand même l'explication, parce qu'évidemment, tout le monde est pendu à vos lèvres pour savoir la différence, notamment ceux qui ne savent pas encore. Mais je crée le sondage parallèlement afin de savoir, pour faire l'inventaire quand même de ceux qui savaient déjà et ceux qui sont en train d'apprendre. D'accord. Merci Claire. On va dire que la taille de pierre, c'est beaucoup plus une approche géométrique et structurelle des éléments en pierre. Donc, un tailleur de pierre va tailler un bloc souvent massif, soit va faire de la moulure, soit va tracer ces éléments. Et un sculpteur aura une approche beaucoup plus organique et beaucoup plus figurative. L'une va être L'une est attachée beaucoup plus à la géométrie et l'autre plus à l'ornementation et au figuratif. On va dire ça comme ça. Mais on pourra revenir, si vous voulez, pour expliquer ça. Et surtout, on est sur la définition française du métier, qui peut changer selon les pays. Et on va le faire remarquer. Et on a oublié aussi un élément important, c'est que la taille de pierre, ça tient un rapport à la structure du bâtiment, essentiellement. Donc, on va rentrer là dans l'expédition et on a essayé de rythmer pour que tout le monde puisse être satisfait et avoir compris quelque chose à la fin. On va avoir des périodes de journal de bord, un petit peu donc, de vélo, de voyage. On va avoir un peu d'architecture. On va essayer de vous montrer forcément de l'architecture souvent liée à la pierre. Nous, ce qu'on a vu et ce qu'on a compris. Et bien sûr, un petit peu plus technique, mais le métier de tailleur de pierre à travers donc, la Géorgie et l'Ouzbékistan. Le voyage, il a commencé le 22 mai. 19 mai. Non, c'était le vendredi. 21 mai. Le 21 mai, nous sommes partis de Neuloisé, donc un village en Bourgogne, dans lequel c'est le lieu de l'association Savoir-Pierre qui porte le projet. Donc à gauche, là, vous voyez toute la petite équipe de notre projet. Et puis à droite, les vélos équipés, prêts à partir. Donc, je crois qu'il n'est pas super beau. Donc, cette année, et ça, c'était une décision qu'on a prise. On aurait pu prendre l'avion de la France pour se dire qu'on allait arriver à Batumi directement en Géorgie. Mais en définitive, on a choisi une voie peut-être un peu plus longue, mais beaucoup plus intéressante. En fait, on est parti à Budapest en bus avec les vélos, qui a permis de rejoindre à Budapest un festival de tailleurs de pierre. Puis après, on a été en bus, vélo et train jusqu'à Burgas, à la frontière, sur les rives de la mer Noire, pour après prendre le ferry à Batumi. On a mis, je pense, 2 semaines. Ouais. 2 semaines, mais ça nous a permis de revoir des gens en fait, qu'on avait déjà vus et des collègues avec lesquels on avait travaillé la première année. Et ça, franchement, c'était vraiment génial. Donc, on a passé un très bon moment et on a pu voir donc des collègues allemands, des collègues autrichiens et hongrois. Donc, voilà, c'était quand même 3 pays sur les 6 dans lesquels on avait travaillé. Donc, voilà. Il y avait plus de 120 tireurs réunis. Donc après, on reste une dizaine de jours au festival, puis on prend le ferry. Alors le ferry, on ne savait pas trop à quoi s'attendre et ça a été une petite mise en situation. On se retrouve avec des camionneurs pour la plupart. Donc on voit un petit peu les gros bonhommes quand même, mais on passe pas bien lourd à côté. Et puis 3 nuits. Nous, on reste 3 nuits en huis clos, dans cette petite cabine avec juste une petite terrasse avec lesquelles on côtoie nos collègues camionneurs. C'est un peu
Nous, c'est nos collègues de route, parce que bon, on est en vélo, mais on est un peu les camionneurs du vélo. Et donc voilà, c'était une expérience assez particulière qui nous amène donc à Batumi, la première ville de Géorgie, et c'est là vraiment que notre itinéraire de cette deuxième expédition va pouvoir commencer. Donc de Batumi, Lori, donc Batumi, c'est vraiment, comme vous avez dit, au bord de la mer Noire. Lori, la direction, c'est dans le centre du pays. Pourquoi on vise Dori en premier? Déjà parce qu'en fait, on a quelques contacts, et notamment un Français qui travaille sur place, qui nous attend là-bas. Alors, la Géorgie, je sais pas si vous aviez déjà entendu parler, mais nous, en tout cas, à cette période-là, on a vraiment découvert un climat de malade. Bon, avec la montagne et la mer, ça a un côté tropical impressionnant. Après, dans le reste de la montagne, là, on approche le Caucase. On a l'impression vraiment que c'est le jardin d'Éden. Il y a la vigne, il y a. Non, il n'y a pas encore de grenades, mais on a déjà, ça commence Il à y a arriver. beaucoup en fin de compte, aussi la Géorgie, il y a pas il y a très peu de champs et beaucoup de potagers, de personnes qui sont en autosuffisance, presque, on dirait, en France. On a vu plus de vaches et de cochons sur le bord de la route que de chiens errants par rapport à la Serbie ou la Bulgarie. Mais aussi, la Géorgie, c'est le début du Caucase. Bon, on arrive à Koutaïsi. Koutaïsi, c'est l'ancienne capitale du pays. C'est là aussi où on commence à démarrer, vraiment à se mettre dans l'étude à fond. On a cette année mis en place notre logiciel ArcGIS pour repérer les éléments architecturaux neufs et certains chantiers ou certains ateliers ou certaines carrières. Donc, on a commencé à faire ça. Et là, on voit déjà à Koutaïsi, comme l'architecture neuve, ça nous intéresse, on voit l'usage de la pierre dans la construction, et là, notamment en plaquage. Mais, mais c'est la première fois qu'on voit déjà une construction neuve en pierre en Géorgie. Plaquée, mais ornementée. On a aussi, oui, on commence à avoir un aperçu des ornements géorgiens qu'on avait déjà repéré un peu sur certaines églises. Et ça vous donne un peu de nouveau. Les influences florales qui sont omniprésentes. Sur cette route-là, il fallait qu'on passe un col et tout à l'heure, je vous ai évoqué les routes de la soie anciennes et actuelles. Et en ce moment, il y a justement les Chinois qui sont en train de travailler sur le développement des nouvelles routes de la soie, ce qui nous a valu, de suivre une route en travaux, parce qu'ils étaient en train de travailler là-dessus. Donc, 10 travaux, 10 pluies en pleine montagne, c'était 30 km. 30 km de travaux dans la boue, dans les côtes. La boue. La boue qui colle bien. La boue. La boue où quand on s'arrête, on doit s'arrêter toutes les 30 minutes pour enlever la boue du garde-boue qui est resté coincé. Et puis des freins. Et des freins parce que les roues, ça roule plus. Enfin, voilà, c'était horrible. Sincèrement, c'était une des parties, je pense, jusqu'à présent, une des parties les plus dures qu'on ait pu faire sur la route. Bon, après, ça reste la route. Donc voilà. Alors, donc après cette session, où aussi, dans la boue, etc., je me fais mal aux genoux. Donc, on n'arrive pas à finir aussi la partie de l'itinéraire. Ouais, rester 30 km. Rester 30 km, mais quand même, bon, on arrive à Gori en train, du coup. Parce que le 1er juillet, nous avions rendez-vous avec Tornike Natchaïdze, un tailleur de pierre donc géorgien, de Patara Athénée. Et Louis Boutin, un tailleur de pierre français qui était dans cet atelier pour une période de 6 mois. Donc voilà un petit peu la vue quand même. Je crois que c'est l'une des plus belles vues d'atelier que j'ai jamais eu, quoi. Enfin, c'est juste incroyable et puis surtout c'est très simple, hein, il n'y a absolument pas grand-chose que des cailloux partout. L'atelier de Torniquet, donc Natchaïdze, c'est la personne avec le pull rouge qu'on voit au milieu là, nous 4, et Louis il est à droite. Et, un deuxième Louis. Un deuxième Louis, c'est très pratique pour travailler. Et comme vous voyez sur la photo de gauche, Torniquet est spécialisé dans ce qu'on appelle les Tchoukourtma. C'est la première fois depuis qu'on est parti, en prenant en compte l'itinéraire du Danube,
on découvre vraiment une spécialité propre au métier de tailleur de pierre. Donc là, les chukurtma, en fait, c'est des ornements. Donc on est plus, comme on vous disait, entre la définition du tailleur de pierre et du sculpteur. C'est des ornements religieux, orthodoxes, qui vont être mis sur les églises notamment, et comme il y en a énormément en construction en ce moment en Géorgie, eh ben, il y a aussi beaucoup de travail. Cette expérience nous amène aussi, parce que c'est indissociable quand même De la Géorgie. de la Géorgie, à apprendre la vie à la géorgienne. Donc notre première semaine, enfin même nos 2 premières semaines, on est claqué parce qu'en fait, il n'y a pas de rythme. On travaille le matin, donc on arrive assez tard, hein, vers 9h en moyenne. Ouais, quand on arrive. Et on finit, donc là on est en juillet, on finit jusqu'à la tombée de la nuit. Donc à 21h30, 22h, ça dépend. Et donc on s'arrête de temps en temps, etc. Mais il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de pause. Et surtout, il faut comprendre qu'on peut s'arrêter. Torniquet qui nous dit, bon, là, on va aller quelque part, on ne sait pas où. On se retrouve dans des banquets ou dans des situations totalement improbables, ou à faire une visite, ou à aller voir un prêtre, ou à distiller de l'alcool. Ouais, distiller de l'alcool en plein milieu d'après-midi, il n'y a pas de rythme, tout est intense. Donc, c'est extrêmement riche, très beau, mais c'est vrai qu'on est totalement fatigué. Mais c'est à vivre. Donc, on revient un petit peu sur les chukurtma parce que c'est réellement une découverte pour nous et puis un savoir-faire particulier. Parce que Torniquet, au-delà de savoir tailler ses ornements, c'est lui qui les dessine et c'est lui qui est libre de les dessiner. Donc, c'est aussi une représentation en fait de l'artisanat complet. C'est-à-dire, il est libre aussi dans sa création, il le propose. Donc, souvent, c'est à des prêtres ou des personnes liées à l'Église. Et normalement, il l'accepte. Il n'y a même pas de dialogue. Il y a, on a envie d'un Saint-Georges à tel emplacement et de tel siècle, parce que c'est très important pour que lui s'inspire du style de l'époque de l'Église. Et il va dire, OK, donc il connaît ses codes, etc. Il crée, il taille et il va poser aussi. Ouais. Donc, il y a... c'est justement... Oui. On parlait des visites que Torniquet nous emmenait faire quand même de temps en temps. Et il y a notamment l'atelier de la cathédrale de Tbilissi, qui est un atelier qui est juste comme on voit derrière la cathédrale Sameba, qui a été terminée en 2006. Au sein de cet atelier, qui a travaillé pour la cathédrale, il y a encore, je ne sais plus combien, c'était 4-5 tailleurs de pierre qui travaillent plus, oui, qui travaillent pour essentiellement des ornements, soit pour la cathédrale, mais aussi pour d'autres communautés orthodoxes dans le monde. Là, notamment, on peut voir les travaux qui sont destinés au mont mentionné. Athos, pardon, en Grèce. Donc, c'est aussi un niveau extraordinaire. Dans cet atelier, on a rencontré le maître de Torniquet, justement. Bon, la communication est un peu compliquée parce qu'on ne parle pas géorgien. Heureusement qu'il y a de l'autre Louis qui nous a aidé aussi. Et donc, on voit bien le niveau de compétence. Le maître de Torniquet, lui, il ne sait pas seulement créer et dessiner des ornements, mais il sait aussi concevoir. Il a plus aussi une partie taille de pierre pure, géométrique. Structurelle aussi. Et Torniquet nous explique que c'est aussi dans cet espace qu'il a commencé à apprendre un peu les ornements. Et comme vous voyez les colonnes de chaque côté avec les croix, chaque colonne est ornementée dans un style particulier et sur une thématique qui était libre. Et en fait, Torniquet nous explique que quand il a commencé plus jeune, il assistait les sculpteurs, les ornementistes sur ces pilastres. Et en fait, si on s'approche de ces pilastres, on peut constater qu'il y a vraiment différents styles qui sont propres à ces ornementistes. Et notamment, on a vu, il y a
des gars qui étaient vraiment issus de la période soviétique. Donc, on a vraiment des profils ou on va dire des lignes et des courbes un peu plus dures, un peu soviétiques. Et on a d'autres qui sont vraiment typiques de la forme géorgienne, plus traditionnelle, médiévale, on va dire. Ou sinon, il nous a montré aussi un de tes amis qui est devenu vraiment sculpteur, qui a été formé plus en Italie, où là, il a une approche de sculpture comment dire, occidentale, enfin, même française, italienne, vraiment plus classique. Et à partir de là, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui nous a bien marqué. Les ornements en Géorgie, c'est assez omniprésent dans le pays. Omniprésent comme les types de pierres, on n'en a pas discuté, mais là, on voit des grès, on voit un calcaire qui doit être de Koutaïsi, il y a des granites. Alors, la Géorgie, c'est dans les montagnes du Caucase. Le Caucase, c'est une des régions du monde où il y a une diversité géologique les plus importantes. On va pouvoir vous le mettre. Voilà. Donc là, Dans chaque. Ouais. rien que là, on voit des pierres roses. Ouais. Là, on voit vraiment les pierres roses en bas, grises. On va avoir des pierres vertes. Enfin, c'est vraiment incroyable au niveau diversité. On a la montagne, là, on voit les traînées rouges. On a vraiment, sur cette route-là boueuse, on a vu des pierres de gravat, quoi, mais bleues et des verts, mais extrêmement presque turquoise. On se dit, mais c'est incroyable. Donc en vélo, ce qui était intéressant, c'est vu qu'on a quand même parcouru une partie du Caucase, on a pu voir un peu les pierres qui nous attendaient, les pierres rouges, vertes, bleues. On a vu sur la route, mais on n'a pas taillé. Ouais, on en a vu. Oui. Mais c'est juste fou. Et surtout, c'est pas exporté. Il faut être en Géorgie pour pouvoir tailler ce type de pierre. En sachant que la Géorgie, c'est l'un des pays où la géologie, elle est la plus, en fait, les différents types géologiques sont le plus concentrés au monde. C'est presque un conservatoire géologique parce qu'au niveau minerai et composition des roches, elles sont extrêmement diverses. Je crois qu'il y a tous les types de roches, presque tous les types de roches qui existent en Géorgie. Et donc, pour les tailleurs de pierre, c'est quand même assez intéressant. Mais pour ça, on vous invitera à la prochaine exposition de la Route de la Pierre en France, où justement on a des échantillons de pierres, notamment de la Géorgie et puis des pays qu'on a traversés. Donc après, là, on devait partir, donc à la base en Azerbaïdjan, mais comme on vous a dit, c'était compliqué pour les visas. Et surtout, ça aurait été ridicule et beaucoup de perte d'argent de faire Tbilissi, Bakou, et sachant qu'il fallait revenir de l'autre côté à vélo. Enfin, ça aurait été vraiment compliqué. Donc, on attend. On reviendra certainement plus tard pour une session vraiment autour du Caucase, en comprenant la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Parce que c'est ces trois pays qui sont quand même très proches et dans un concentré vraiment de civilisation, quoi. On est ce que aussi les Tchoukourtma apportent. Dans l'image, c'est vraiment un concentré d'influences diverses. Et pour nous, la Géorgie, ça a été vraiment le pays de la transition entre l'Asie et l'Europe. Donc là, on va vous emmener en Ouzbékistan et on comprend plus du tout dans la même zone. On part vraiment en Asie centrale et surtout l'Ouzbékistan, pour nous, c'est le premier pays musulman. Donc forcément, au niveau des représentations et de l'utilisation de la pierre, des symboles, etc., c'est complètement différent, notamment aussi des codes architecturaux qui sont complètement différents. Et aussi, comme on voit derrière, c'est beaucoup de terre et de briques. On le sait, on le savait. On s'en doutait. On s'en doutait. Et on n'avait pas beaucoup d'infos. On n'avait pas de personnes référentes, à part seulement Monsieur Tursulani, qui est du coup. Qui est l'ancien ministre de la Culture ouzbek, quand même.
qu'on a eu comme contact, parce qu'en janvier, nous sommes rendus à l'ambassade d'Ouzbékistan à Paris, avec Jules, notre coéquipier pour les itinéraires et la géopolitique. Et lors de notre aventure en Ouzbékistan, en France, parce que l'ambassade est un territoire du pays dans un autre pays, nous avons l'occasion de rencontrer lors d'une présentation, complètement par hasard d'ailleurs, parce que en fait, on se pointe à l'ambassade d'Ouzbékistan pour des renseignements, et en fait, à ce moment-là, la personne nous dit: ah, mais vous êtes les bienvenus, vous êtes quelle entreprise? On dit: mais non, nous, on est juste une association, voilà notre projet. Ah, mais venez, asseyez-vous, il y a justement une présentation sur le potentiel touristique du pays. Et donc, nous, à ce moment-là, on se dit: bon, bah, on a du temps, on était là pour la rencontre, on assiste à la présentation, et suite à cette présentation, on a pu voir, du coup, énormément de monuments qu'on a vus maintenant, mais aussi, on a pu rencontrer des personnes, notamment un entrepreneur qui nous dit: ah, mais si vous voulez, j'ai un contact d'une personne qui pourrait être intéressée par votre projet, ou en tout cas qui pourrait peut-être vous aider. Et donc, c'était le contact de Monsieur Tursulani, qu'on a cherché à avoir pendant plusieurs mois, et on va vous dire à la fin comment ça s'est passé. On a mis un peu de temps à le rencontrer quand même. Mais donc, on a pris l'avion depuis Tbilissi pour arriver à Bukhara en début septembre. Petit hic, quand même, en arrivant, nous, on est arrivé avec nos bagages, mais nos vélos, ils ont mis une semaine à arriver. Résultat, on a quand même profité de la ville. Avec un stress encore. Avec un petit stress pour savoir si on n'allait pas acheter des chameaux à la place des vélos. Mais il nous fallait quand même un peu de temps de toute façon pour commencer à s'acculturer, parce que c'est assez, enfin, comme on dit, très bien expliqué Oriane, il y a une rupture dans les styles, il y a une rupture dans les formes, il y a une rupture dans les langues aussi. Il faut savoir que culturelle complète, ouais, mais ici, ils parlent persan, ouzbek, russe, un petit peu anglais même certains. Donc pour nous, ça a changé complètement, surtout on commençait au bout de 3 mois en Géorgie, on commençait à bien se débrouiller en géorgien. Je ne sais pas encore si Oriane, elle a réussi à se débarrasser complètement de son géorgien et de passer à l'ouzbek d'ailleurs. Pas vraiment passé à l'ouzbek. On n'est pas vraiment passé à l'ouzbek. Donc, en arrivant à Bukhara, je pense, ce qui était vraiment intéressant pour nous, c'était de prendre le temps aussi et de réadapter son regard. Parce que dans notre travail de terrain, ce qu'on va vraiment avoir, c'est des réflexes d'observation en premier. Donc, on se balade, on regarde déjà où la pierre peut être présente, et surtout, on a nos réflexes. En France ou en Europe, et jusqu'à la Géorgie, on pouvait regarder en l'air en se disant: ah, la corniche, elle est en pierre, forcément. Ah oui, corniche. Ah, tel élément est en pierre, souvent les arcs, parce que c'est structurel. Ah, et sauf que là, en fait, on ne devait plus regarder en haut, on a dû regarder en bas, parce que toute la pierre se trouve au niveau du sol. Donc, ou presque. Ou presque. On va avoir, je crois que là, ouais. Ah bah non, il n'y a pas. Ah non. Faut qu'ils mettent un peu de temps à charger. Ah ouais, c'est bon. Oula. Vous nous entendez en fait? On est désolé. C'est bon, Oriane, Ça fonctionne plus. c'est peut-être lourd au chargement, mais en tout cas, on vous entend toujours. Ok, d'accord. Ouais. Bon, on va reprendre alors. Ah non, du coup, non. Hop. Bon, peut-être qu'il y aura quelques soucis de charge. Est-ce que tu vois bien, Claire? Oui, c'est parfait. Ça charge progressivement. Ok. Donc, ce qu'on a pu voir en pierre se trouve, comme on vous disait, souvent au sol. Donc, on a pu remarquer des bases. Donc, à gauche, bon, la taille, on en reparlera plus tard, mais déjà, c'est neuf et taillé. Ça voulait dire qu'il y avait potentiellement des gens qui taillaient la pierre. Très bon signe déjà. Donc, des bases, on a les sous-bassements. Bon, là, la photo, du coup, elle a mal chargé, mais les sous-bassements qui vont être
dans les bâtiments, qu'on va retrouver surtout sur les bâtiments religieux, et on va dire jusqu'à 1,80 m, 90, 2 mètres, ça dépend. Mais souvent les écritures à regard, à hauteur de regard d'homme. Et des plaques de regard au sol. Donc ça, on en a vu plein pour évacuer l'eau. Ainsi que, forcément, les tombales. Donc, notre réflexe. En général, quand on voit peu de pierres ou qu'on on arrive à en voir, pour avoir en général des personnes qui taillent la pierre, le plus présent, ça reste quand même les travailleurs de la pierre dans les monuments funéraires. Donc, on va à côté du cimetière de Boukhara et on trouve cette super équipe de tailleurs de pierre avec, c'est des marbriers, donc eux, ils vont faire surtout tout ce qui est gravure, polissage et quelques découpes. Comme on peut voir, donc le dessin juste au-dessus, là, en fait, il représente le profil des tombales qu'on peut voir dans les cimetières et ce profil-là, il le taille à la disqueuse. Quand même. Il le dessine et le taille à la disqueuse. Donc, en dessous, on peut voir les quelques contre-profils ou gabarits qui leur permettent justement de faire leur courbe. Voilà. Et donc, on a passé un super moment. Franchement, on est arrivé, les gars, ils disent, on parlait qu'anglais. Donc, eux, ils parlaient pas anglais. Ils parlent russe. Donc, on était quand même avec le traducteur automatique qui nous a bien aidés jusqu'à aujourd'hui. C'est top. Ça nous a permis de passer un super moment et d'être au courant. Oui, et puis du coup, oui. Vas-y. Du coup. Tu as commencé à être au courant de plein de choses. Ah oui, oui, du coup, ils nous ont permis, on leur a expliqué que nous on cherchait des carrières aussi, on cherchait d'autres collègues. Ils nous ont dit, il y a une carrière au sud de Boukhara, de calcaire marbrier, peut-être, qui est beaucoup utilisé en dallage à Boukhara. Il y a une carrière au nord de Navoi, qui est entre Boukhara et Samarcande. Et puis, il y a d'autres carrières qui sont utilisées aussi, mais plus à l'ouest. Oui, c'est Navoi. Et puis, plus à l'est, du pays, il y a d'autres carrières et d'autres pierres qui sont utilisées. Donc, en fait, ils nous ont quand même énormément renseigné. On a même le canal Telegram de toute la bande de pierreux ouzbeks. Donc, il y en a peut-être pas 5000, ça c'est sûr, quoi. En tout cas, ils veulent vendre des carrières. Et quand on a posté un message, ils étaient prêts à nous vendre une carrière de marbre. On en reparlera. Et donc voilà, ça nous a quand même énormément aidé. Et à chaque fois, c'est le plus simple. C'est le plus spontané d'aller se pointer dans une boîte où il y a des pierreux et d'aller choper des informations. Donc voilà, finalement, au bout d'une semaine et ces premières rencontres, on a récupéré les vélos à l'aéroport. Non sans dégâts, en tout cas, celui d'Oriane, ça va. Le mien, il a quand même un petit poke au cadre, mais ça n'empêchait pas de rouler. Et donc, on s'est enfin lancé dans l'aventure ouzbek, sachant que l'Ouzbékistan, c'est 80% de désert. On devait forcément y passer. Donc voilà, on a réussi à faire quand même une nuit dans le désert. Pourquoi je dis on a réussi? Parce qu'en fait, le vélo et le camping en Ouzbékistan, c'est pas si évident. C'est pas si évident pour plusieurs raisons, finalement. Parce qu'il faut pointer à l'hôtel tous les 3 jours pour dire où est-ce qu'on dort. Et parce que dans les zones habitées, donc en dehors du désert, c'est très dense. Et que si on veut s'écarter un peu, les gens, quand vous écartez un peu, ils vous disent non, n'y allez pas. Et donc, un soir où on cherchait un endroit où planter notre tente la deuxième fois, finalement, à la tombée de la nuit, il y a des personnes qui nous ont dit non, il faut pas y aller. On insiste. Ils disent non, c'est dangereux. Bon, c'est dangereux de dormir sous tente, il y a des animaux. Comme diraient les Georgiens, mais il y a des coyotes, c'est super dangereux les coyotes. C'est en toute sorte. Et donc, nous, il commence à faire nuit, on fait demi-tour, on retourne sur la route principale, et là, il y a un policier qui nous arrête sur la route et qui nous dit non, vous pouvez pas aller dormir faire du camping, c'est dangereux. Donc, on lui dit très bien, on va à la ville suivante où il y a un hôtel. On lui montre la direction sur le GPS pour éviter l'autoroute. Le policier nous dit non, là, c'est une impasse. Et on lui dit mais non, c'est pas une impasse. Le GPS montre que c'est pas une impasse. Non, c'est une impasse. Il faut prendre l'autoroute. Je vais vous suivre. Je vais vous escorter jusqu'à une partie de la route. Et donc, il nous a escortés pendant, je sais pas, 20 km, un truc comme ça. Et c'est sûr. Non, moins. Hein? Moins, mais... Ouais, au moins 15 bornes. Donc,
Et c'est surtout qu'en fait, ça nous a rallongé de 30 km dans la nuit, alors qu'il était déjà 21h et qu'on cherchait. Il y avait, je sais plus, 50 km dans les potes déjà. Ça, c'est un exemple. C'est bien la première fois qu'on se fait escorter par la police à vélo. C'était assez comique, mais il nous a un peu refroidi sur l'expérience camping cyclisme. Mais il n'y a aucun problème. Mais le camping en Ouzbékistan, ça peut être plus compliqué. Enfin, en tout cas, dans cette zone. Enfin bon. Si ça, c'était une aventure, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait sur le bord de la route pour faire une pause, si vous restez plus de 5 minutes assis, maximum 5 minutes, il y a quelqu'un qui vient vous voir, soit pour vous demander si vous avez besoin de quelque chose, soit pour vous proposer de boire un thé, soit pour vous proposer de manger, du raisin. Il n'y a même pas besoin de s'arrêter parce que les gens ils disent ah du raisin, vous avez besoin de ça. Donc à la fin on avait 3 kilos par personne de raisin, de pommes et tout. De pommes, de fruits, bon, c'était excellent. Et on s'est retrouvé avec le monsieur là que vous voyez sur la photo à droite, qui nous a proposé de faire déguiser en. Il s'arrête et il nous dit mais il y a des Français qui nous dit en russe, hein, c'était pas forcément évident, mais il y a des Français qui sont venus il y a longtemps, venez manger à la maison. Je vais vous déguiser. Donc moi je comprends ça, mais on comprend pas vraiment. Et finalement il revient avec une photo, il nous montre les Français. Et nous on avait un peu de temps parce qu'il nous restait, je sais pas, 30 km à faire dans notre, enfin, même pas beaucoup de kilomètres à faire dans la fin de la journée. Et du coup, pour une fois, on accepte de venir manger chez lui. Il nous déguise en ouzbek, en tenue traditionnelle. Et puis, il nous invite à manger. Et puis, alors, après, nous, on commence à dire qu'il fallait quand même qu'on finisse notre chemin pour l'hôtel suivant. Et la seule chose qu'on pouvait faire vraiment en retour, on va dire, eh ben, on a commencé à ouvrir notre trousseau à outils pour montrer un peu ce qu'on faisait. Et là, l'ancien, d'ailleurs, qui est routier, aussi, qui était routier, nous dit, mais il y a des pierres là. Et donc voilà, on s'est retrouvé à faire une initiation de taille de pierre avec les quelques outils, nos outils géorgiens d'ailleurs, qu'on avait gagnés en Géorgie, à carbure de tungstène, avec ces outils-là, avec les enfants de avec ce les monsieur. Petites, Avec les petites, et la maman qui avait pas l'air très heureuse. Donc voilà. Et on a la chance aussi d'avoir vu un peu les gens qui fabriquaient les briques en terre crue ou même qui étaient en train de brancher des murs en terre crue sur la route parce qu'en fait, il y a énormément de constructions qui sont faites sous cette forme-là. Oui, puis c'est les gens qui réparent, qui fabriquent, qui font leur maison. Quoi. Il y a des maçons quand même, tu sais. Ouais. Et voilà. Donc là, on arrive à Samarcande. Donc, forcément, 300 et quelques. 300 km, ouais. Donc, à Samarcande. Et puis, bon, dans notre idée, c'est vraiment la ville de rêve. C'est vraiment, on a appelé quand même notre projet la route de la pierre. C'est pour nous aussi quelque chose avec des images d'Épinal, etc. Et c'est la route de la soie, Samarcande. Et on a appris, il y a plusieurs termes et plusieurs étymologies au mot de Samarcande, mais l'une d'elles vient de la civilisation sogdienne qui est à l'origine de la ville de Samarcande notamment, qui voudrait dire ville de pierre. Bon, peut-être qu'il y aura plus de cailloux. Et surtout, on avait quelques contacts pour aller les voir, quelques pierres. Et donc, à Samarcande, on va voir dans les monuments historiques vraiment le principe qu'on vous a présenté en fait tout à l'heure avec donc ces sous-bassements en pierre. Souvent, c'est la même, sur beaucoup de bâtiments, on a vu la même composition. On va avoir des bases, on va avoir des sous-bassements avec des décaissements comme on peut voir ici. Hein. Plaqués, souvent. Plaqués. Et des frises. Donc, on a la première frise avec des genres de mini-moukarnas. Donc, c'est cette forme-là qui vont être aussi présentes beaucoup plus gros sous les voûtes ou en décoration de niches. Et au-dessus, on va avoir donc des écrits certainement religieux. Donc là, ce qui est très drôle, dans la photo du milieu, c'est qu'on était
dans une mosquée de Samarcande et dans un coin pas très visité, on remarque justement que la frise avec les petits moukarnas ne sont pas finis, il y a encore les traits de crayon et tout, donc on était vraiment dans une partie restaurée mais pas finie. Donc pour nous, c'était très intéressant parce qu'on a pu voir le process de taille, mais aussi essayer un petit peu d'observer quels outils ils pouvaient utiliser. Donc on a vu des Dremel, on a vu forcément des coups de disqueuse, etc. Mais voilà, pas beaucoup de coups de ciseaux. Donc après Samarcande, on est obligé en fait d'aller à Tashkent assez rapidement parce que on vous a parlé de ce cher monsieur Tursulani. Nous avions rendez-vous avec lui à Tashkent. Donc là, on se rend à Tashkent et on découvre, en fait, c'est le lieu du rendez-vous, c'est le chantier du centre de civilisation islamique de Tashkent, qui est juste monstrueux. C'est un chantier, là c'est la 7e année, et normalement ça devrait se finir l'année prochaine. Inch'Allah. Bon, Inch'Allah, ouais, vraiment, parce que bon, on a visité le chantier, c'est quand même encore. Donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est que tout le bâtiment est plaqué, tout est plaqué pierre dans tous les cas, est plaqué pierre. Ce n'est pas du ciment à l'extérieur, ce n'est pas de la brique. Ils ont décidé de vraiment plaquer pierre. Donc voilà, tout le bâtiment est en pierre. Et aussi, donc on va avoir aussi beaucoup de décorations. Et on va vous montrer. Voilà. Le pierre et céramique, quand même sur les façades, c'est bien. Parce je que te laisse continuer. Ah, ouais. Oui, pierre et céramique, c'est quand même la céramique fabuleuse, céramique bleue et les décors comme ça, c'est quand même emblématique de l'Ouzbékistan. Et c'est là vraiment où, alors je crois qu'il nous avait dit qu'il y avait un maître, il y a des maîtres artisans qui ont collaboré pour la construction de ce bâtiment, et notamment sur l'élaboration des dessins et des formes, parce que un petit peu comme Torniquet qu'on a croisé en Géorgie, ici, vu que toute l'architecture, en fait, il n'y a pas de figuratif, c'est que symbolique, c'est le principe des codes musulmans sur les architectures. On n'est que sur des jeux géométriques, etc. Donc, c'est vraiment un savoir pour pouvoir composer avec ces jeux géométriques. Là, on parlait des Moukarnas. Donc là, on voit en fait que la voûte d'entrée est réalisée tout en Moukarnas aussi. Donc, c'est incroyable. Et ces petites frises en pierre. Mais, comme disait Oriane, là, ces ornements, ces frises, alors certaines sont en pierre du Portugal, certaines sont dans des marbres locaux ou chinois, et la plupart sont usinés par contre par des CNC. En Chine. En Chine ou à l'atelier aussi. Tout cela, cela se viennent de Chine. Et la pierre, on sent aussi qu'elle est. Et beaucoup de tailleurs de pierre aussi. En tout cas, des gars qui viennent finir. Mais qu'on voit, peut-être qu'on voit pas très bien sur cette photo, mais c'est qu'il n'y a pas, on voit pas un coup de ciseau sur ces travaux-là. Donc tout est plaqué. On voit bien aussi le système d'accrochage des pierres sur une fixation sur des portiques métalliques. Il faut savoir aussi que l'Ouzbékistan, c'est une zone très très sensible au niveau technique. Donc je serais curieux de voir comment ça fonctionne. Et donc on a dit oui, des marbres ouzbeks, des marbres chinois. Et Monsieur Tursulani, très sympa, nous explique que les ateliers qui ont participé c'est aussi à Tashkent, et donc il nous envoie le numéro du responsable des ateliers, et le responsable des ateliers avec son anglais timide me dit « Attendez, quelqu'un vous rappelle dans 2 minutes en anglais », et on se retrouve avec Denis qui parle très bien anglais, qui est le second du directeur, et donc il nous fait visiter les ateliers. Donc on voit bien là les grilles en pierre qui font quoi? J'avais mesuré 3 cm 8, 3 cm 7 d'épaisseur. Donc usiné dans une pierre du Portugal, usiné à la CNC, et puis fini à la perceuse avec une petite mèche diamantée.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que toutes les CNC, si elles n'usinaient pas de la pierre, on l'a vu aussi à Bukhara, elles usinaient soit de l'inox, soit d'autres pièces métalliques. Mais là, il y a des kilomètres et des kilomètres de balustrades en pierre ajourée comme ça, des plaques de 3 cm 7. Pour le centre. Pour justement le centre islamique, de civilisation islamique. Et ici, c'est pareil. Il n'y a pas un ciseau ou un coup de ciseau sur les boulots, sauf quand même, on a aperçu une sculpture en cours de création, mais là, c'était un étudiant d'école d'art qui venait faire des sculptures à la main. Comme nous a expliqué Denis aussi, sinon il finissait les sculptures d'après robot. Donc cet atelier, c'est intéressant aussi, cette rencontre avec Denis, parce que Denis nous explique que bah voilà, en Ouzbékistan, il n'y a pas beaucoup de pierre, on l'a compris, il y a du calcaire qui est au sud de Bukhara, il y a du marbre, et puis il y a beaucoup de travertins qui sont apportés du Kyrgyzstan. Et il nous dit, mais c'est vraiment la galère, parce qu'en fait, au Kyrgyzstan, le gouvernement, il change tous les 2 mois, deux fois par an, pardon. Et du coup, pour aller chercher de la pierre ou pour le faire venir, c'est très, très difficile. Là, on s'est dit que c'est pas si évident que ça d'être pierreux ouzbek, parce que si on va les visiter, bah justement, s'il y a que 2 zones d'approvisionnement, et puis en plus, elles sont pas évidentes d'accès, ça doit pas être gagné, quoi. Donc, Denis, il nous dit, bah, il a un gars à Gazgan, c'est là où est extrait le marbre au nord de Navoi. Et il a un gars qui est parti là-bas justement pour aller chercher des blocs et il peut nous aider à arranger une visite. Donc, on traîne pas et on rebrousse chemin, on va dire, et on s'y rend. Et Denis nous aide à organiser le trajet. On y va en taxi, je sais plus comment ça se passe. Ben, on y va en taxi, on retrouve Erkin, le collègue de Denis, qui nous fait visiter les carnets. Donc le marbre de Gazgan, on l'avait déjà vu partout, à Bukhara, à Samarcande, et aussi dans le métro à Tashkent, où tout le métro, mais entier, est plaqué de ce marbre, avec un granit rouge d'Ukraine. Ah oui. Parce que, bon, quand même, il date quand même de l'URSS, donc le granit rouge, c'est à la mode. Et en fait, ce marbre, sa particularité, c'est qu'il est vraiment multicolore. On a des parties blanches, on a des parties orange, rosées et des parties grises et noires, vraiment noires. Donc on arrive dans la petite voiture avec Erkin dans la Ah oui, on l'a pas sorti. Bah oui, dans la Chevrolet blanche parce que en Ouzbékistan, il n'y a que des Chevrolets, mais vraiment quasiment que des Chevrolets et blanches. Donc dans les rues, il faut savoir que c'est les Chevrolets blanches. C'est assez, donc ça va bien avec le voyage un peu lunaire qu'on est en train de faire à ce moment-là, puisqu'on traverse le désert et on essaie de trouver les carrières. Et en fait, c'est vraiment en s'approchant où on voit les zones d'extraction. Les fonds de taille, ouais. Avec, je sais pas, on a essayé de les compter, il doit bien en avoir 30 ou 40 de grues qui datent des années 70 de l'URSS, mais pas que. Parce que même le compresseur, là, il l'utilise et toutes les machines sont comme ça. Donc, on est dans un univers, mais très particulier, où on découvre que l'extraction commence vraiment, grossit vraiment à l'ère soviétique, et ils utilisent en fait des explosifs à ce moment-là, à cette époque, pour extraire la pierre. Donc malheureusement, ça a créé des brèches partout. L'explosif, en fait, il fracture la roche en son cœur, et donc après, pour pouvoir extraire, on se retrouve avec des petits blocs. Donc aujourd'hui, ils ont arrêté des explosifs, mais ils font ça avec des fils diamantés, donc ils percent la roche et ils passent un fil diamanté à travers qui va permettre en fait comme un fil à beurre, de couper le marbre. Mais voilà, ils sont un peu embêtés parce que actuellement, ils l'utilisent
pour faire de la plaque principalement, mais s'ils veulent l'utiliser pour vraiment du massif, ils sont quand même extrêmement restreints par la taille des blocs qui sont très difficiles à avoir de grosse taille, quoi. Ils sont contraints aussi par ce qu'on appelle le pendage, c'est-à-dire que l'espace, la pente d'extraction, on essaye de suivre les pentes naturelles et que la pente est très forte. Ouais. Donc voilà. Ah. Et donc Erkin, avec son collègue manager, donc Erkin, notre guide, le collègue de Denis, le responsable manager de la carrière, nous emmène voir Rafik. Rafik, attends, je crois qu'on le voit là, Rafik, quand il était jeune, il me semble, et puis peut-être à une autre. Je pense que c'est peut-être lui aussi. Et donc, on voit, c'est. Non, il est là. Ah oui, celle-ci, pardon. Rafik, c'est un tailleur de pierre. C'est vraiment une histoire de famille. Il a commencé à l'atelier depuis tout le temps. Oui, au milieu. Il nous accueille. Bon, c'était assez court comme visite, mais on a eu le temps quand même de voir un peu l'activité générale de leur atelier. Donc, on a vu vraiment qu'on a pu voir sur la route quasiment depuis qu'on est arrivé. Donc, ils fabriquent des bases de colonnes pour accueillir les poteaux en bois. Ils fabriquent donc toujours en marbre. Ils font des plaques d'évacuation, des tombales, mais des tombales quand même pas de n'importe quel style. On est quand même sur pas une stèle, on va dire classique. Ils en font, mais ils font des vrais blocs de tombales traditionnels. Enfin, ils sont vraiment. On sent que c'est une histoire traditionnelle qui sont reconnus aussi dans le pays, parce que si on va les voir, c'est qu'ils sont venus nous emmener. Et aussi, ce qu'on découvre, c'est que là, on voit peut-être pas très bien, mais le grand-père, à l'origine, il fabrique aussi des assiettes. C'était vraiment la spécialité du coin. Donc, attendez. Ouais. On a eu la chance de récupérer à vélo un peu de cailloux. Donc, on se retrouvait avec des assiettes en marbre. Donc, ça, c'est vraiment fait à la main. Ils n'avaient pas de tour. Si vous voulez, on pourra. On a déjà partagé, je crois, une vidéo dans le dernier bulletin qui montre justement l'ancien. Donc, on voit ici. Qui est en train de tailler à la main l'assiette et de la polir à la main. Donc ça, c'est vraiment une spécialité du coin. Et normalement, on mange du plop, la spécialité qu'on mange ici et à peu près tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc. Le cadeau. Voilà. Et bon, faut quand même si ça reste familial, etc., là, on a quand même vu que derrière l'atelier, il y avait aussi une CN et qui finissait. Donc là, on a une tombale. Il y en a qui sont totalement faites à la main, ça se voit. Mais il y a aussi vraiment, peut-être, il y a quand même plus de 70%, moi je dirais, à vue d'œil, comme ça qu'on a pu voir, qui sont quand même dégrossis à la CN et fini main, mais vraiment fini main. Là, on voit bien déjà les sortes d'éléments de frise là, de Mkarnas. On sent les lignes du robot qui sont passées, etc. Bon, c'était assez amusant parce que il s'est bien gardé de nous le montrer. Il a été très généreux aussi. Il nous a offert un ciseau. On a un ciseau carbure de tungstène en plus de nos ciseaux carbure géorgiens. Donc non, on a eu un très très bon accueil, mais oui, c'était très intéressant. Et donc, typiquement, c'est l'atelier dans lequel on aurait pu se faire embaucher. Après, bon voilà, on a compris les contraintes de visa, d'occupation, on va dire, au pointé régulièrement à l'hôtel ou aux polices locales. Et sinon, en fait, on a visité cet atelier que très récemment, et du coup, on avait déjà prévu le retour. Donc, ça tombait très mal. Par contre, si en tant que pierreux, ça vous intéresse d'aller travailler en Ouzbékistan, on peut tout à fait vous aider. Et on a son contact, Rafik. Mais pour nous, je pense que l'Ouzbékistan, c'est vraiment une introduction là à l'Asie centrale. Donc, on va après faire le frontalier avec l'Afghanistan aussi, avec le Kyrgyzstan, le Kazakhstan. Il y a des relations aussi avec la Chine très importantes. Donc, pour nous, c'est aussi une introduction, même si c'est le premier pays où on n'a pas réussi à travailler. Ça reste de bonnes bases de compréhension de cette zone-là. Et actuellement, on est en train de revoir, après cette expérience
de 5 mois de revoir la temporalité du projet, mais aussi les itinéraires. C'est-à-dire, bon, le Danube, c'est l'Europe, on connaît, c'est une ligne. On se trompait pas parce que déjà le Danube, c'est un fleuve et qu'autour d'un fleuve, il y a forcément des échanges et que on va comprendre des influences, on va comprendre des architectures, des savoir-faire, etc. Il y a une liaison qui se fait. Là, c'est vrai qu'on a fait la Géorgie et après l'Ouzbékistan qui sont vraiment là. Opposés presque. Pas opposés, mais très différents. Donc, ce qu'on va penser pour la suite, ça va être peut-être des sessions de 3-4 mois avec 2 terrains, avec un terrain qui va être vraiment qualitatif et puis pour nous qui va quand même nous permettre d'avoir une vie en France. Et la prochaine, c'est peut-être de finir donc le Caucase, de comprendre, comme on vous disait, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ensemble, et après peut-être finir l'Asie centrale. Donc, plutôt que de faire une ligne continue qui rejoint en plus de ça des périodes différentes, si on prend notre itinéraire de passe qui fait Ouzbékistan, Chine, Inde, et puis on repart dans le sud, Iran, etc. Voilà, ça sera peut-être prendre par zone de compréhension, d'influence. Oui, d'influence et géologique. Et géologique, Mais de toute façon, l'itinéraire, c'est toujours un peu ambigu. Bah, quand on voit ce qui se passe en ce moment, de toute façon, on verra bien aussi comment ça évolue. Mais on se donne la liberté, on va dire. On va se donner la liberté de se concentrer sur des zones peut-être plus petites ou sur des temps plus courts dans certaines zones. Et pas, voilà. Et si on voulait faire une synthèse rapidement, on a commencé à la faire, mais c'est pas encore complet. Voilà, on a visité une trentaine d'entreprises, de carrières, d'ateliers. On va sûrement en visiter d'autres plus tard. Bon, du coup, on a fait une embauche, cette étape-ci, en taille de pierre, où la première année, sur les 6 pays qu'on avait traversés, on a travaillé à chaque fois. 3 interviews de tailleur de pierre. Bon, c'est sûr que je pense qu'on aurait, on verra bien. Voilà, une 60aine d'archives récoltées. On a notamment un livre. On a trouvé la trouvaille d'aujourd'hui. C'est un livre que Denis nous avait conseillé et en fait qui a été édité par l'UNESCO, qui reprend les différentes zones et villes d'Ouzbékistan, avec vraiment une recherche sur l'architecture et l'histoire de la construction ouzbèque, avec une vingtaine de tonnes. Il y a 3, et surtout c'est écrit en 3 langues. Donc ça c'est quand même intéressant, et notamment en anglais. Donc voilà les archives de la route de la pierre, savoir-pierre. Un bouquin de plus, on va dire. Voilà. Bon, on a quand même atteint 1000 km en 5 mois, ce qui n'est pas si mal sur 2 pays. Donc après la suite. 2025, pour le projet de la route de la pierre, ça va être vraiment pour nous une année de production. On a 1 an et demi presque d'archivage, de notes, d'interviews. Enfin, on a des données incroyables, mais qu'il faut absolument que l'on traite. Et aussi, arrêter de vous faire patienter je ne sais pas combien de temps pour avoir quand même quelque chose. Donc, on a plusieurs projets en cours, notamment celui d'une revue, un livre. Je crois que tu l'avais mis là. Non. Un livre qui va être édité pour le printemps et qui va recueillir comme un... En fait, c'est un concentré de voyage et on va essayer de vous faire voyager comme par le principe de rencontre. Et donc, on a déjà 6 collaborateurs qu'on a croisés sur la route qui vont écrire dans ce bouquin. Donc, c'est pas que nous, c'est des tailleurs de pierre d'Europe et qui vont écrire. On va écrire ensemble quelque chose et on va essayer de raconter la pierre. Et nous, ce qu'on vous a raconté avec aussi les mots des gens directement. Il y aura aussi une exposition. Donc forcément, on va essayer de l'améliorer, celle de l'année dernière, et aussi de la mettre un petit peu plus
accessibles, dans des lieux vraiment accessibles, en Île-de-France, dans le Nord et en Bourgogne, notamment. On verra, on vous donnera les dates au fur et à mesure. Il y en a toujours ouvert aux propositions. Et aussi, voilà, on est ouvert aux propositions. Et après, on va organiser ce qu'on appelle, qu'on a appelé le parcours découverte Pierre, qui est un programme en collaboration avec l'association Savoir Pierre, qui va permettre de faire des initiations en école, dans et qui va permettre de faire des initiations dans des écoles de la taille de pierre et de faire découvrir la taille de pierre à travers le projet, en disant on va essayer d'amadouer des jeunes avec le voyage, etc., comme on disait tout à l'heure, et aussi de faire un stage pratique pour qu'ils touchent un petit peu le matériau et même s'ils ne veulent pas faire de la taille de pierre, mais déjà un outil manuel et qui comprennent toutes les possibilités, les rencontres et la richesse culturelle en fait d'un tel métier. Puis après, on sera présent à plusieurs événements, au Festival de Meloisé en Bourgogne, donc au siège de Savoir Pierre. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. C'est un très beau week-end. Le Salon Rocalia pour l'année prochaine. Et puis, pas mal de dates en cours, mais on vous les donnera en temps et en heure. Et pour ça, on vous laisse vous abonner aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à la newsletter pour avoir toutes les dernières nouvelles. Et donc, faut savoir que notre projet de la Route de la Pierre, on est vraiment soutenu. Et on dit un grand merci vraiment à nos mécènes qui nous a permis de continuer. Ça fait depuis 2022, ça va faire presque 2 ans et demi. Hein. Certains 2021. Ouais, donc entre 2 ans et demi et 3 ans que certains nous soutiennent et ça nous permet voilà, de vous offrir ces découvertes et de comprendre un peu mieux la pierre un peu partout dans le monde avant que les machines n'arrivent totalement. Mais nous, on est très heureux aussi parce que nos mécènes, c'est essentiellement des fournisseurs d'outillage. Bah là, on a aussi. Oui, on dit un bonjour, Pierre Delien. Merci. Qui est là présent. On sera content de rencontrer en France, mais c'est quand même souvent des personnes qui sont proches de la profession, soit des artisans, c'est jamais tant pour l'instant des grosses entreprises. Et donc, c'est quand même le reflet aussi de la filière. Ouais. Oui, un reflet familial. Et bien sûr, on a aussi des partenaires qui nous permettent de soutenir. Pour Pierre Actuel, il y a le bulletin que vous pouvez retrouver dans le magazine tous les mois. On a reçu une bourse aussi d'une fondation en juin. On a ABM, qui est une association de voyageurs qui nous soutiennent énormément, et le Campus de Versailles, ainsi que l'Union Compagnie, qui sont des institutions plus autour de des savoir-faire et forcément on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et puis un grand merci à notre équipe qui est depuis le début incroyable et qui est toujours là. Et franchement, pour nous, c'est énorme. C'est un super soutien. Et, voilà. Et puis surtout un grand merci à vous pour votre présence aujourd'hui, vos écoutes, vos soutiens, vos messages aussi qu'on reçoit sur la route. Ça nous fait toujours grandement plaisir. Et on sera super content d'échanger si vous êtes en France et nous aussi à ce moment-là. Oui. Avec plaisir. Et puis, on laisse peut-être un petit temps de questions si vous désirez, si vous en avez, si vous désirez qu'on y réponde. Alors à tous, allez-y, vous pouvez adresser vos questions ou vos encouragements. Les encouragements, je vous invite plutôt à les faire à l'écrit pour favoriser aussi les questions. C'est toujours sympa. Alors, j'ouvre la file d'attente. Je n'arrive pas à voir. Ah si, il y a Ange S. Charpentier qui demande la parole. Alors, allez-y. Normalement, il suffit juste d'activer votre micro et de poser votre question. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Bonsoir. Oui, c'est parfait. J'avais une question sur la façon dont vous avez organisé votre calendrier. Donc, quelle est la part que vous laissez à l'inconnu?
quelle est la durée souhaitée des séjours lorsque vous arrivez dans une nouvelle région? Combien de temps vous vous y laissez pour vous faire à l'air du pays? Et puis, comment vous avez balisé avec des points fixes? Et en particulier en regard avec la première partie du voyage qui était en Europe et qui était probablement très balisée, comment vous avez fait dans ces contrées un peu plus lointaines? Avec l'expérience, donc cette question-là, en fait, elle s'est déterminée vraiment sur la route. Ça a commencé en Suisse pour la première année et en Allemagne après. Et on a compris, en Allemagne, on avait passé 3 mois. C'est beaucoup. Donc, normalement, on s'est dit 2 mois. 2 à 3 mois, en fait. Ça suffit pour, se faire au pays, 2, commencer à regarder, à comprendre et potentiellement à trouver des contacts. Et la première année nous a permis aussi de comprendre et d'avoir des réflexes pour pour trouver justement ce qu'on appelle les contacts ou un mentor. Souvent, on arrive à avoir ce qu'on appelle un mentor de route pour chaque pays. Ça va être notre référent. Alors, soit on l'a en amont. Par exemple, en Hongrie, on avait un ami d'un collègue français qui était là et qui parlait français. Ou soit, en Allemagne, on a été chercher des organisations de taille de pierre, les syndicats. Donc, on a dit, forcément, c'est le bon moyen. Et après, on a eu aussi le réflexe d'aller voir les marbriers. Ça, c'est un réflexe de route parce qu'il y en a partout. Et il y a aussi les revendeurs d'outils, par exemple. S'il y a des ventes d'outils taille de pierre, forcément qu'ils vont connaître les entreprises puisque c'est leurs clients. Et après, après c'est le plus simple, c'est ce qu'on a fait en Bulgarie. Moi, j'avais cet exemple-là. On s'est pointé dans une boîte. On avait appris 3 phrases en bulgare avec Google. Bonjour, nous sommes 2 Français tailleurs de pierre, on cherche du travail. Et les gars, ils nous ont dit, il n'y a pas de problème, et ils nous ont embauchés, quoi. En fait, il y a quand même ce truc à chaque fois. Si la personne n'a pas de travail pour toi, je pense qu'elle va te rediriger vers quelqu'un d'autre. Et ou si tu cherches en plus dans une direction, elle va te rediriger quelque part. Il y a quand même quelque chose d'assez simple dans l'approche. Dans l'approche, ouais. Après, il y a des réflexes qu'on a, et puis on a vu aussi que ça crée une chaîne quand même. Beaucoup, quand on commençait à avoir un contact, après ça crée tu peux aller voir machin, tu peux aller voir machin, voilà. Donc c'est un mix de plein de choses et ça se contrôle pas vraiment. Et nous, ça se contrôle pas. Après, on a quand même posé une limite, c'est-à-dire qu'on dit qu'on essaie de travailler 3 semaines, 1 mois par pays, c'est le minimum. Bon, là, ça s'est pas fait en Ouzbékistan et c'était dommage, mais et il y a ça. Et à partir de la Géorgie, par exemple, on demandait le minimum gîte couvert, nourri, logé, blanchi. En fait, ça c'était le minimum. Après, en Europe, on était rémunéré. C'est comme en tant qu'ouvrier, quoi. Mais sinon, c'est quand même particulier. Voilà, si ça a pu répondre. D'autres questions peut-être? Oui, merci beaucoup. De rien. Tout à l'heure, quelqu'un a levé la main, mais depuis, la main s'est baissée. Je ne sais pas si cette personne est toujours là. Vous êtes tous bien sages, hein, la curiosité est tout à fait autorisée. Donc voilà, encore une fois, Louis et Oriane nous ont montré que le métier de tailleur de pierre fait face à de nombreux défis, mais aussi de belles opportunités, notamment dans la transmission des savoirs et la valorisation des matériaux locaux. Et l'innovation aussi, on voit que les montages, la taille, la provenance, on voit que ça synthétise aussi le monde dans lequel nous vivons. Donc nous espérons que les travaux sur lesquels ils travaillent contribueront à cette meilleure connaissance de ce patrimoine et de son développement. Est-ce qu'on peut encore prendre 1 ou 2 questions avant de se donner rendez-vous une prochaine fois? En tout cas, Daniel dit bravo pour ce beau voyage éducatif. PE.C est impatient d'entendre la suite. Laetitia a dit que c'était une très agréable présentation. Bravo à vous tous, au plaisir. Des bravos, enfin, voilà, que de soutien. On demande aussi qu'est-ce que vous allez faire à votre retour. Donc, une partie du programme a été énoncée. Je pense que c'est un mix d'abord de repos et ensuite d'organisation, mais je vous laisse répondre.
Vous avez taillé des cailloux dans des ateliers aussi, parce qu'en dehors de la route de la pierre, on est quand même avant tailleur de pierre, quoi. Donc on va aussi retourner en atelier bosser pour des boîtes ou pour nous-mêmes. Ça sera un mix avec, comme on vous a dit, il y a beaucoup de production à réaliser pour 2025. Donc forcément, on va avoir beaucoup de travail d'écriture, de réalisation d'événements et aussi, bon, on ne le dit pas, mais dans, je pense, 1 ou 2 mois, j'espère. Un ou deux mois, on aura un sacré nouvelle à vous annoncer. On la retient hein, parce que c'est un très bien projet, mais c'est bien d'entretenir en effet le mystère. Vous avez déjà Aurélien Tailloux qui espère vous accueillir sur sa péniche. Il y a également Ronan qui souhaitait poser une question. Ronan, on vous écoute. Il suffit d'activer le micro. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, c'est parfait. Petite question par rapport à votre rencontre avec l'ancien ministre de la, ministre de la Culture, c'est ça que vous disiez? Oui. C'est ça? Oui. Ouais, est-ce que vous avez, alors je sais que la barrière de la langue n'est pas forcément facile, mais par rapport au chantier que vous avez visité, est-ce que vous avez essayé d'appréhender un peu la question de justement la transmission des savoir-faire? Est-ce que ce chantier, j'imagine, est emblématique pour eux, mais est-ce que c'est pour eux une transmission normale de savoir-faire? Est-ce que vous avez pu un peu creuser à quel point ils étaient fiers de ce chantier et à quel point ils ont peut-être d'autres références en termes de valorisation de patrimoine très ancien, enfin voilà, sur cette vision un peu plus globale de l'aspect patrimonial des bâtiments? Alors pour le centre islamique, de civilisation islamique, on est vraiment sur un monument complètement construit de A à Z. Ils ont rasé une partie d'un quartier, et ils ont fait ça. Donc, comme on vous a dit, c'est assez rapide parce que là, ça fait que 7 ans que c'est mis en place. Donc, on est sur des temps super courts. Après, on a eu la petite vidéo officielle, on a eu le droit à la petite vidéo officielle qui présentait le chantier, dans lequel on voit qu'il y a des collaborations, comme on disait, avec des maîtres artisans, notamment pour tout ce qui est mosaïque. Mais par contre, on va pas, ou céramique, mais on va avoir très, très, très peu au niveau de la pierre ou d'autres savoirs. C'est très spécifique, je pense. Et ils ont vraiment... ils ont un temps tellement réduit que voilà, c'est pas forcément... La pierre, c'est vraiment particulier. Hein. Dans le pays, on sent bien que c'est pas trop c'est pas leur truc. C'est pas trop un sujet. Hein. Monsieur Tursilani, il s'est marré quand on a commencé à parler de pierre parce qu'il a dit les bases. Il nous a montré directement ça. D'ailleurs, ils ont une miniature dans le bureau. C'est assez comique. Ouais. Après, on sent quand même que ils sont sensibles, les Ouzbeks, à leur patrimoine. On parlait d'Epigraphie, du bouquin qu'ils ont sorti, c'est en partie une initiative de l'Ouzbékistan et ça recense par ville des techniques, des savoir-faire, des lieux emblématiques, des architectures spécifiques. Donc, c'est quand même assez riche. Il y a ça, il y a après, on a Boukhara et Riva qui sont 2 villes qui ont été pratiquement rebâties, restaurées avec l'aide de l'UNESCO, avec des énormes aides de l'UNESCO et assez récemment. Et franchement, à Boukhara, on n'a pas été dans le détail, on n'a pas pu rencontrer vraiment des gens qui travaillaient dessus, mais il y a une qualité. Il y a une qualité au niveau maçonnerie, il y a une qualité au niveau des mosaïques et tout. Bon, après, des fois, il y a quelques défauts, mais on voit qu'il y a quand même du savoir-faire. Nous, on a vu des gars quand même qui travaillaient la terre dans la rue, etc. Donc, il y a quand même. Ils ne sont pas dépourvus de savoir-faire. Je ne pense pas. Dans le bois, ils ont, je pense, de très bons artisans, des sculpteurs, etc. Enfin, franchement, ouais. Même de manière générale, en fait, là, c'est peut-être une remarque idiote, mais de manière générale, même la ville est soignée, en fait. Ouais. Et donc, le bâtiment est soigné. Et donc, il y a quelque chose qui est assez propre. Après, c'est pareil, c'est une notion qu'on n'a pas forcément, mais la notion de sismique, c'est-à-dire que si les bâtiments ils ont été restaurés il y a 20 ans,
on peut dire qu'ils se dégradent, mais s'il y a eu des tremblements de terre entre deux, ça peut s'écoller. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles nous, on n'est pas non plus complètement sensibles. En tout cas, sur le matériau pierre, il y a des choses qu'on pourrait analyser, mais là, pour le coup, sur des restaurations, on n'est pas, c'est pas trop notre fort. Et vous arrivez à rester focus sur votre thème, et parce que j'imagine que enfin, ça doit être hyper. Enfin, vous auriez envie peut-être d'aller voir plein de choses sur d'autres types justement bah, vous parlez de maçonnerie peut-être plus traditionnelle ou de céramique, tout ça. Donc, est-ce que vous arrivez à rester focus sur votre objectif ou c'est tentant quand même d'aller voir plein d'autres choses? Bah, on était focus sur notre objectif. On est focus franchement. Et après, on a ouais. profité quand même de voir des belles voûtes en briques. Enfin, Ouais, on a mais visité quand même des monuments emblématiques, mais c'est vrai qu'on n'a pas été voir Non, plus que ça. D'autres aspects, bon, c'est peut-être aussi notre côté. Bah, déjà, c'est on n'a pas le temps. Et puis, en fait, on est tellement pris par le truc que déjà, là, au niveau tête, c'est assez fort. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'informations. On n'est pas sur la même langue. Il faut quand même. Donc, en fait, vu qu'on tient une ligne, après, ça ne nous empêche pas quand même d'avoir toujours un œil, comme on a dit là, sur la maçonnerie, etc., sur le bois, le travail du bois. Et on voit que il y a des formes dans le bois qui vont être les mêmes dans la pierre. Il y a des formes que la pierre, des fois, prend pour normalement des formes de bois. Par exemple, on a vu des colonnes de grès qui sont normalement en bois, très fines et très longues, là, et qui finissent tout arrondies. Et il y en a, on en a vu 2 comme ça. Le trône, la salle du trône dans le palais de Boukhara, qui reprend des formes du bois. Et aussi, structurellement, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de poids et que ça tient juste un dé. Et après, il y a dans le mausolée du dernier président ouzbek, enfin président. Du précédent président, voilà. Voilà, où les gens se recueillent sur sa tombe. Et donc là, ça a été fini il y a quoi? Il y a 2 ans, je crois. Je ne sais pas exactement. Parce que c'était pas vieux, c'est la boîte qu'on a visitée qui a travaillé sur ce projet-là. Et là, tout est en pierre, en grès et en marbre. Et en calcaire étranger, en calcaire portugais aussi. Oui, pour les balustrades. Bah, et puis sur les murs. Mais après, de toute façon, il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'on savait que dans certains pays comme l'Ouzbékistan, où la pierre n'est pas forcément aussi présente qu'en Europe, par exemple, il y a quand même un intérêt pour nous, c'est de découvrir cet aspect, les formes architecturales. On n'est pas expert, on n'est pas une analyse complète des formes, mais en tout cas, ça commence à nous sensibiliser. Et moi, c'était des discussions qu'on avait avec Oriane sur certains sujets qui sont en bois actuellement. Lors d'une expérience en Inde, j'ai quand même vu que ce type d'architecture existait aussi en pierre. Et donc, à un moment donné où c'est pas mal d'aller voir quand même d'autres structures de bâtiments pour pouvoir se sensibiliser à ce qu'on pourrait voir par la suite et éventuellement faire des liens à un moment donné entre les différentes architectures. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Alors, dans ce cas-là, on va clôturer cette soirée que nous avons passée tous ensemble. Merci à tous de votre participation. Vous retrouverez le contenu de cette soirée. Je crois que Louis et Oriane l'ont enregistré, donc ce sera disponible sur la chaîne YouTube et sur les réseaux de La Route de la Pierre. Donc, n'hésitez pas à suivre et partager. Merci à tous de votre participation. À bientôt. Merci en tout cas, puis ça fait toujours plaisir de voir les personnes qui s'intéressent au projet, qui sont sensibles et qui nous soutiennent aussi. Donc, merci. Et merci à toute l'équipe. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est la Au revoir. Au revoir.